Avant que l'épisode ne commence, j'ai une information importante à vous communiquer. Je suis heureuse de vous annoncer que votre clinique bien-être en ligne Mieux vivre avec Parkinson au naturel ouvre ses portes cet automne. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs demandes pour un accompagnement naturopathique. J'ai donc créé une liste d'attente accessible sur mon site internet. Alors si vous aussi, vous souhaitez être tenu au courant des premières disponibilités, inscrivez-vous et il me fera plaisir de communiquer avec vous tout prochainement. Un grand merci pour votre confiance et le lien de l'inscription se trouve dans les notes de l'épisode. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes à la recherche de solutions naturelles pour mieux vivre avec Parkinson. Je suis Tiffany Rossato, naturopathe, aromathérapeute en voie de certification et créatrice du premier podcast francophone dédié à la maladie de Parkinson au naturel. Une fois par mois, seul ou accompagné d'invités, je vous donne rendez-vous pour vous partager mes connaissances de naturopathe, donner la parole aux personnes atteintes, à leur entourage, ainsi qu'aux professionnels du bien-être et de la santé globale. À travers des conversations intimes et authentiques, ma mission avec ce podcast est d'explorer la réalité de la vie avec Parkinson et vous offrir des ressources pour prendre soin de vous naturellement. Informer, inspirer, partager des histoires de vie, des moments de joie et vous accompagner pour mieux vivre avec Parkinson au naturel, voici ce que vous aurez la chance de découvrir au fil des épisodes. Maintenant, à l'antenne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais lire le commentaire d'Enolo, j'espère que je le prononce bien, qui a écrit « Merci beaucoup pour votre podcast, vous nous aidez dans une période difficile ». Eh bien, merci à vous Enolo pour votre commentaire et je suis extrêmement ravie que vous y trouviez de l'aide dans cette période difficile, que vous soyez la personne qui cohabite avec Parkinson ou un ou une proche aidante. Courage. Pour ce premier épisode de rentrée et après une pause estivale pas mal longue, je me suis dit qu'il serait opportun de parler de Parkinson et d'alimentation. Alors, pour échanger avec diverses personnes qui cohabitent avec la maladie de Parkinson, j'ai bien conscience que de parler d'alimentation peut d'emblée être vécu comme une double peine. Je m'explique. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se dire « Non mais attends, il y a déjà tellement de choses que je ne peux plus faire, qui me challenge ou au contraire que je dois faire depuis que je cohabite avec Parky, alors j'ai pas en plus envie de me restreindre au niveau de l'alimentation. Et puis un bon chocolat, c'est de la dopamine à l'état pur. Oui, mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle un bon chocolat. Et dans le fond, c'est un peu ce dont on va discuter ici. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, sans honte et sans tabou, que j'ai moi-même réalisé il y a quelques années que je gérais mes émotions avec l'alimentation. Il y a presque 5 ans, j'ai fait un burn-out professionnel et j'ai énormément géré mes émotions avec la nourriture. Et toute la question est là. De quelle nourriture on parle ? Celle qui nous donne de l'énergie ou celle qui nous en prend alors qu'on lutte déjà pour recharger nos batteries quand on vit avec un déséquilibre de santé ? Je parle, vous vous en douterez, de junk food, comme on dit. Je mangeais quoi ? Des burgers, de la poutine, des sushis, du chocolat bourré de sucre, des pâtisseries, des chips. Le pire, c'est que je me disais « Oh, mais je prends des pâtisseries, du pâtissier du coin, il utilise des bons aliments, de qualité, et en plus, je participe à faire vivre le commerce local. » Ce qui n'est pas faux, mais je me trouvais surtout beaucoup d'excuses. Je buvais aussi beaucoup de café quand je vois que maintenant c'est plus possible pour moi d'en boire. Je cuisinais quasiment plus, je dormais quasiment plus et j'étais en état de stress constant.
Bref, j'ai pris beaucoup de poids et j'ai commencé à avoir beaucoup de déséquilibre de santé. Mon asthme s'est aggravé. J'avais des ballonnements, une digestion difficile, une toux chronique, mes jambes qui gonflaient et j'avais beaucoup de douleurs articulaires, notamment au niveau des pieds, chose que je n'avais jamais eue, au niveau des genoux et au niveau des lombaires. Et oui, à l'époque, je me disais, bon, allez, tu peux bien te faire plaisir, tu travailles comme une dingue. Bref, mon système de récompense passait presque exclusivement par la nourriture. Et de la nourriture qui n'était pas du tout santé. Alors pourquoi est-ce que je vous partage cela ? Eh bien, parce que j'avais envie de vous dire que j'ai moi aussi eu à relever ce challenge, pas toujours évident, qui est de me questionner et de remettre totalement en question mon hygiène alimentaire, mais pas que, mon hydratation. Ça pourra faire d'ailleurs l'objet d'un épisode, parce que certes, l'eau qu'on consomme est potable. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne pour la santé ? Ça, c'est une autre question. Donc, j'ai remis en question mon hygiène alimentaire, mon hydratation, mon sommeil, et surtout la gestion de mon stress. Et je n'ai pu que constater les bienfaits sur ma santé physique comme mentale. Alors, avant que nous plongions un peu plus dans le vif du sujet, qui est Parkinson et alimentation, j'aimerais faire un petit état des lieux sur l'alimentation consommée dans les pays occidentaux et ce qui se passe dans votre corps, dans notre corps, selon qu'on mange des aliments santé ou non. Alors, il est vrai que l'industrialisation des pays dits occidentaux a certes considérablement amélioré le confort de vie des individus, mais il a tout autant réduit de manière considérable la dépense énergétique engendrée, que ce soit par le travail, les tâches domestiques ou même les loisirs qui sont de plus en plus sédentaires. Au niveau mondial, eh bien, on a constaté une augmentation de la consommation d'aliments très caloriques et riches en glucides, c'est-à-dire en sucre, et une augmentation du manque d'activité physique. Où est-ce que tout ça nous a mené ? Vers une abondance alimentaire, ça c'est indéniable. Et cette abondance alimentaire, elle a eu des effets positifs comme des effets négatifs, aussi bien sur le plan individuel que sociétal. On a déjà un peu commencé à le voir, il y a eu une amélioration de nos conditions de vie, il y a eu surtout une importante diminution des carences alimentaires et de la salubrité, et donc des épidémies, mais on a vu également apparaître les maladies métaboliques inflammatoires. Alors c'est quoi les maladies métaboliques inflammatoires ? L'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, mais aussi des pathologies plus mentales comme la démence. Je vous avais déjà parlé, mais petit rappel ici, on se souvient de l'étude finlandaise qui avait mis en évidence une surabondance de la bactérie Desulfovibrio dans le microbiote intestinal des personnes qui cohabitent avec Parkinson. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie vers l'épisode Flash Info, l'axe intestin-cerveau. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un lien entre l'alimentation et les maladies métaboliques inflammatoires ? Eh bien parce que, à la longue, le fait d'avoir une mauvaise alimentation, donc une maladie inflammatoire, riche en glucides, en mauvais gras, en sel, pauvre en fibres et en nutriments, eh bien ça entraîne une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre de votre flore intestinale qui est absolument primordial pour une bonne santé. Et la dysbiose intestinale va, elle, entraîner une mauvaise filtration
des toxines via la barrière intestinale. Imaginez une passoire qui laisse passer ce que vous voulez filtrer. Ça ne marche pas. Eh bien, votre barrière intestinale, elle joue ce rôle. Elle filtre ce qui peut passer dans le sang et ce qui doit être retenu dans vos intestins pour être évacué. Et lorsqu'une bactérie ou un virus va passer cette barrière intestinale et qu'elle va se retrouver dans le sang, cela va solliciter votre système immunitaire, car lui, il est là pour combattre l'ennemi. Et à chaque fois que votre système immunitaire embarque, il y a un processus inflammatoire qui s'enclenche. Alors attention, quand c'est isolé, c'est pas grave du tout. Le processus inflammatoire, c'est un processus sain et naturel parce qu'il intervient de façon temporaire et surtout, il ne dure pas dans le temps. Or, c'est quand ce processus inflammatoire s'installe dans le temps qu'il devient chronique que là, c'est une toute autre histoire. Vous avez peut-être déjà entendu, on parle d'inflammation de bas grade. Alors, la question est légitime, comment est-ce que ces pathologies entraînent un état inflammatoire chez les individus ou comment l'état inflammatoire chronique peut participer à l'apparition de maladies, et notamment de maladies neuro-inflammatoires et neurotoxiques, ce qu'est la maladie de Parkinson. Il y a une étude qui a modélisé l'alimentation paléolithique, c'est-à-dire un aliment riche en petits poissons, en légumes et en fruits frais, de viande maigre, des œufs, des noix et très peu de produits laitiers, de céréales, d'aliments transformés, de café, d'alcool, de sucre et de sel. Eh bien, quand cette alimentation paléolithique a été modélisée, on a vu qu'elle produisait beaucoup plus de bases que d'acides. Grosso modo, ça veut dire qu'en fait, c'était une alimentation qui n'était pas du tout acide. On pourra en reparler, mais l'équilibre acido-basique est aussi important si on veut rester en bonne santé et ne pas développer des maladies chroniques. Et donc, si on regarde l'état inflammatoire chronique qui est engendré par notre alimentation actuelle, quelque part, ça voudrait dire que nos gènes ne seraient pas adaptés à une alimentation inflammatoire acide, mais beaucoup plus à une alimentation qui est dite basique, qui va plus produire des bases que des acides. Or aujourd'hui, céréales, sucres raffinés, jus de fruits, boissons gazeuses sucrées représentent environ 70% de l'alimentation occidentale qui n'existait pas il y a encore quelques années et qui représente aussi beaucoup de calories. A contrario, notre alimentation est de plus en plus faible en protéines et en fibres. Il y a en plus souvent une mauvaise qualité de gras, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mauvais gras, de bon gras, peu de légumes et beaucoup de sédentarité. On a vu aussi une augmentation importante de la consommation de sel dans tous les groupes d'âge au Québec. Le sucre, je ne sais même pas si on a encore besoin d'en parler, mais la consommation de sucre est en augmentation constante. Le sucre de table et le fructose, par exemple, ils sont hépatotoxiques, ils débalancent le métabolisme lipidique du foie, ils affectent la production d'insuline, c'est l'hormone qui est produite par votre pancréas pour réguler votre glycémie. Il affecte aussi la leptine, qui est l'hormone qui régule en gros le taux de gras dans votre corps, et aussi la santé de notre microbiote intestinal. Ça, on en a déjà parlé. On estime qu'environ 85% des grains
céréaliers qui sont consommés par exemple aux États-Unis sont sous forme hautement raffinée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de germes ni de son. Le gras, le gras c'est pareil. Il y a une augmentation constante de la consommation sous forme d'huile végétale, donc d'oméga 6. Alors ça, j'aimerais vraiment qu'on fasse un petit point dessus pour que vous compreniez un mécanisme à la fois complexe, mais simple à comprendre. C'est important pour moi que vous compreniez ce qui se passe. Alors c'est quoi la problématique avec les oméga 3, donc les bons gras, et les oméga 6, les mauvais gras pour schématiser ? Bien, le problème dans notre corps, c'est que ce sont les mêmes enzymes. On rappelle les enzymes, imaginez des petites paires de ciseaux qui coupent en fait les aliments en nutriments, puis en toutes petites molécules pour que votre corps les assimile. Eh bien, ce sont les mêmes enzymes qui se chargent des oméga 3 et des oméga 6. C'est ce qu'on appelle le phénomène de compétition. Parce que si je suis occupée avec les uns, je ne peux pas produire les autres. Ça, c'est la première chose que j'aimerais que vous reteniez. Donc, si votre corps est occupé avec les oméga 6, il ne pourra pas produire d'oméga 3. Les plantes, elles ont cette capacité, entre parenthèses, de court-circuiter cette compétition, mais nous, l'être humain, on n'est pas capable. Merci Tiffany, mais en quoi c'est un problème ? Eh bien, je vous donne l'exemple de ce qu'on appelle l'acide arachidonique, qu'on retrouve souvent dans les produits laitiers et dans les viandes, qui lui est un oméga 6. Et alors quand on vous parle d'oméga 3, vous avez peut-être déjà entendu EPA et DHA. Donc le DHA, l'acide docosahexaénoïque, c'est un oméga 3. C'est quoi le problème ? C'est que selon que votre corps a de l'acide arachidonique ou du DHA, il va produire 2 types de prostaglandines qui sont aussi des hormones. Donc, soit il va produire une hormone inflammatoire et thrombotique, donc qui va participer à la formation de caillots sanguins, soit il va produire une prostaglandine, donc une hormone anti-inflammatoire et antithrombotique, qui a un effet calmant ou stimulant sur le système immunitaire. Et voilà. Donc, l'AA, l'acide arachidonique, lui, il promeut l'inflammation, il élimine la prolifération des lymphocytes, qui sont des cellules immunitaires, il promeut le stress oxydatif, il favorise la coagulation et la production de cytokines inflammatoires, qui sont, pour schématiser encore, souvent impliquées quand vous avez de la douleur. Et donc, vous aurez compris qu'au contraire, le DHA, il va donc promouvoir un état anti-inflammatoire. Bien évidemment, je schématise. C'est toujours variable selon les individus ou même le type de population ou de présence ou non de pathologie. Mais, on le sait, une des conséquences d'une mauvaise alimentation, c'est une obésité. Eh bien, l'obésité, donc l'hypertrophie des cellules graisseuses, entraîne des dommages tissulaires, et donc les récepteurs de vos cellules ne vont plus être capables de répondre correctement à leur environnement. La libération des acides gras dans la circulation sanguine alors que le corps n'est pas en situation métabolique qui nécessite leur libération va quand même se faire. La réponse à l'insuline est perturbée du fait que les récepteurs sont brisés à la surface des adipocytes, des cellules graisseuses. Le corps ne va donc plus être informé des besoins en énergie et donc de la nécessité ou non de manger. Et c'est comme si en fait la personne elle se retrouve dans un état où la satiété n'est pas ou plus, et elle va avoir cette sensation d'avoir toujours faim. Donc pour faire une petite schématisation, une petite conclusion,
Qu'est-ce que ça entraîne ? La libération importante d'acides gras, une dysrégulation de l'appétit, une production accrue de cytokines inflammatoires, et tout ça, à la longue, ça entraîne une inflammation, et aussi du stress au niveau des tissus. Et on parlait tout à l'heure qu'il y avait une mauvaise régulation de la leptine qui joue sur la régulation de l'appétit. Donc, plus je vais sécréter de leptine et plus je vais avoir faim. Voilà, je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on passe d'une mauvaise alimentation à un état inflammatoire chronique et les conséquences que ça peut avoir par rapport à votre santé et à l'apparition des troubles de santé. Vous le savez, c'est toujours important pour moi de vous expliquer le plus possible que vous compreniez les enjeux d'une alimentation qui n'est pas adaptée sur la santé, comment cette alimentation inadaptée modifie votre flore intestinale, donc la barrière intestinale va perdre son intégrité, elle ne va plus jouer son rôle de barrière, et quand on sait qu'il y a plus de 100 millions de neurones dans les intestins, quand on sait que la protéine alpha-synucléine qui est impliquée dans la maladie de Parkinson est produite au niveau intestinal, qu'elle voyage vers le système nerveux central via le nerf vague, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une communication bidirectionnelle entre le système nerveux entérique, donc les neurones qu'il y a dans les intestins, et le système nerveux central, dont le cerveau fait partie via le nerf vague, il y a un échange constant d'informations. Et donc, comment votre alimentation peut avoir un impact majeur sur la progression ou le ralentissement de l'évolution d'une maladie, comme de la sévérité des déséquilibres de santé associés à cette maladie. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, moi, quand j'entends des professionnels de la santé qui répondent à la question « Est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire pourrait être intéressante dans la gestion, dans la stratégie thérapeutique de la maladie de Parkinson ?» répondre les malades qu'on les laisse tranquilles et qu'ils mangent ce qu'ils veulent, après les explications que je viens de vous faire, je vous laisse libre de savoir ce que vous en pensez, si vous avez assez d'informations ou si vous voulez aller compléter les informations pour savoir si la question de l'alimentation est importante à prendre en considération dans la gestion d'une maladie chronique, d'un trouble neurologique qu'est la maladie de Parkinson. Et bien justement, on arrive dans le vif du sujet. Que sait-on à ce sujet ? Je vous ai déjà parlé, oui, je vous en ai déjà parlé dans le podcast, parce que j'en parle sur mes autres canaux de communication, comme mes réseaux ou sur mon canal Telegram, mais oui, je vous ai déjà parlé des travaux et de l'expertise de Laurie Michelet, qui est docteure en naturopathie à Seattle, et qui travaille à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des personnes qui cohabitent avec Parkinson depuis plus de 20 ans. Elle a suivi et elle continue de suivre sur plusieurs mois des milliers de Parkinsoniens, et ces travaux sont vraiment très intéressants. Attention, on le sait, l'étiologie de Parkinson demeure inconnue, comme le rappellent le professeur Henri Joyeux et Dominique Vialard dans leur livre « Tout savoir pour éviter Alzheimer ou Parkinson ». Il y a un faisceau de causes génétiques, épigénétiques, environnementales et alimentaires et comportementales, sans omettre certaines susceptibilités génétiques qui vont favoriser l'expression de la pathologie. Mais il y a une interaction complexe entre
facteur génétique, même si on estime aujourd'hui, en tout cas, que ça ne représente environ que 10% des personnes qui vivent avec Parkinson, du facteur dit prédisposant, donc ça peut être l'exposition à des pesticides, à des solvants, à la pollution de l'air, et ce tout au long de la vie, et d'un facteur dit déclencheur, qui est souvent un choc émotionnel. Vous savez qu'ici, on est là aussi pour évoquer des pistes de réflexion. Donc voilà, je vous pose la question, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, est-ce que avant qu'on vous diagnostique avec la maladie de Parkinson, vous avez vécu un choc émotionnel, une situation difficile? Si vous avez envie de creuser cette question, ça peut être intéressant pour vous d'y apporter une réponse. Donc pourquoi est-ce que je vous rappelle tout ça? Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Pour comprendre, et c'est ce qu'elle dit Laurie Michelet, qu'au niveau de la pratique, en fait c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore pourquoi ce dont on va parler fonctionne, mais on sait, par expérimentation, que la modification du mode de vie ferait partie intégrante de la stratégie thérapeutique. Et Laurie Michelet le dit souvent dans ses interventions, je vous mettrai plusieurs sources dans les notes de l'épisode. Ces recherches, elles sont pragmatiques. L'important n'est pas tant de savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, mais de savoir ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça fonctionne pas? Si ça fonctionne, les personnes se sentent mieux, et si ça ne fonctionne pas, elles ne vont pas mieux. En gros, ça pourrait se résumer à la question suivante, finalement, qu'est-ce que feraient de différent les personnes qui cohabitent avec la maladie de Parkinson et qui fonctionnent dans l'amélioration de leur bien-être, de leur qualité de vie, de la diminution de la sévérité de leurs symptômes et dans le ralentissement de l'évolution de leur maladie. Ou comment modifier son hygiène de vie pour améliorer son bien-être, sa qualité de vie, devenir acteur ou actrice de son bien-être quand on cohabite avec Parky. Ces études donc à Laurie Michelet portent sur des personnes américaines. Donc petit disclaimer, c'est aussi important de regarder, parce que là on parle d'alimentation, donc c'est important aussi de regarder quels sont les standards sur la façon dont les aliments sont traités selon le pays où on habite. Par exemple, elle, quand elle parle du poulet, on sait qu'il est hyper chloriné aux États-Unis. Il ne me semble pas que ce soit le cas partout, notamment en Europe et en France. Mais là encore, ça montre que la provenance des aliments et la manière dont ils sont traités par l'industrie agroalimentaire joue a son importance. Et puis aussi, on rappelle que c'est toujours la même chose, plus on va mettre en place des choses, des modifications dans son mode de vie tôt après le diagnostic, plus on aura tendance à avoir des résultats. Et donc moi, j'en reviens toujours à ma question fétiche. Pourquoi est-ce que notre mode de vie ne serait pas tout aussi important, si ce n'est encore plus important, quand on vit avec une maladie chronique ? Et après, j'arrête dans les questions, parce que là, je pense que je viens d'enchaîner 5 ou 6 questions. Je sais en fait que c'est un sujet qui n'est pas forcément abordé, en tout cas en francophonie. Vous allez voir là de plus en plus au fur et à mesure des épisodes. Moi, mes lectures, mes recherches sont beaucoup en fait par rapport à des prises en charge qui sont faites aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être que des fois je me répète un petit peu trop, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais j'ai vraiment à cœur qu'il y ait une compréhension et je retiens aussi que c'est des choses qui ne sont pas forcément abordées en fait en francophonie. Donc moi je me dis que ma mission aussi c'est d'y aller pas à pas, de répéter peut-être un petit peu les choses, mais mieux vaut trop que pas assez entre guillemets. Donc pour revenir à nos moutons,
pourquoi est-ce qu'une stratégie de soins de santé dite intégrative ne serait pas possible pour les personnes qui cohabitent avec Parkinson. C'est ce que j'aimerais, moi, vous proposer dans mon accompagnement naturopathique. Pour cela, ça demande de regarder les besoins nutritionnels en fonction de votre état de santé. Et quand on y pense, ça semble normal, par exemple, de dire qu'une femme enceinte a besoin de supplémentation en acide folique, en B12 aussi, mais on n'en parlera pas plus, ou qu'elle doit éviter tel type d'aliment, comme ça semble normal de dire que les personnes d'un certain âge ont besoin d'un apport protéique plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'on sait que leur pool protéique diminue avec l'âge. Eh bien, pourquoi est-ce que ça ne paraît pas si évident de dire que les personnes qui cohabitent avec Parkinson ont des besoins nutritionnels spécifiques, donc d'une alimentation adaptée à leur situation. Si à différentes étapes de notre vie, nous avons des besoins spécifiques, pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas lorsqu'on vit avec un trouble chronique ? Et pourquoi est-ce que cette question ne fait pas systématiquement partie de la prise en charge des personnes qui cohabitent avec Parkinson ? Et ça ne concerne pas que l'alimentation, mais l'hydratation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, des émotions, etc., etc. Eh bien, certaines personnes, dont Laurie Michelet, donc la docteure en naturopathie à Seattle, mais aussi le neurologue Matthew Phillips, qui exerce, je ne me rappelle jamais de l'hôpital où il est, mais il exerce en Nouvelle-Zélande, eh bien, ils en ont fait leur expertise et c'est dans leur pas que je marche à mon tour. Et je veux bien que vous compreniez qu'il y a une différence entre traiter les maladies, prendre en charge les maladies et les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Or, aujourd'hui, une thérapie qui traite les symptômes ne va pas changer le taux de progression de la maladie, à moins de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie modificatrice de l'évolution de la maladie. Et c'est ce qu'elle explique, Laurie Michelet. Et plus vous commencez tôt, selon l'âge auquel vous avez reçu le diagnostic, eh bien, plus vous vivez longtemps avec cette maladie et plus vous en verrez les bénéfices. Autrement dit, c'est sûr que j'exagère un petit peu, mais une personne qui a 95 ans, elle n'aura peut-être pas besoin d'investir autant d'énergie ou de mettre autant de choses en place dans la modification de son mode de vie, parce qu'il y a des fortes chances qu'elle ne vive pas longtemps ou assez longtemps pour en bénéficier. Alors qu'une personne, et aujourd'hui on sait, le Parkinson précoce, c'est de plus en plus important, une personne qui a 42, 43, 45, 50 ans et qui prévoit de vivre encore 30, 40 ans, eh ben elle peut se concentrer sur la modification de la maladie et donc sur la manière dont elle va être prise en charge. Je vous propose maintenant de voir quelles sont ces thérapies modificatrices de la maladie qui permettent de ralentir la progression et surtout comment ça se mesure, en décryptant les études de Laurie Michelet. Alors elle, son objectif, ça a été de développer une mesure de résultat qui nous permet, guess what, de mesurer la pente mais aussi la gravité des déséquilibres de santé associés à Parkinson, ainsi que le taux de progression de la maladie. Elle a créé une échelle qui s'appelle ProPD Score. Et n'importe qui peut obtenir ses propres scores gratuitement sur le site web propd.org, propd.org. Je vous mettrai le lien aussi en description de l'épisode. Ça prend à peu près 5 minutes à remplir et en fait, il s'agit de passer au travers une liste de 33 symptômes
différents de la maladie de Parkinson et de regarder en moyenne sur les 7 derniers jours à quel point ces symptômes ils ont été symptomatiques et à quel point ils ont été intenses. Et vous pouvez comme ça indiquer s'ils ont été légers, modérés ou sévères. Et ensuite, elle explique ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle additionne les différents scores et ça lui fait un score cumulatif. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est qu'en moyenne, lorsqu'une nouvelle personne est diagnostiquée, elle a un score d'environ 580 points. Et le taux de progression moyen, on va dire, de la maladie est de 38 à 40 points par année. Et elle regarde comme ça la progression de la maladie et donc la qualité de vie des personnes qu'elle suit. Donc, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ce qu'elle dit en fait, finalement, à quel point est-ce qu'on peut se rapprocher de 0 points supplémentaires cumulés par année pour tous? Bon, par contre, on tient aussi en considération que même si au départ le score moyen est de 580, on sait que le diagnostic arrive tardivement, puisqu'en général, quand le diagnostic est posé, ça fait entre 10 à 20 ans que la maladie évolue. Mais bon, pour en revenir en fait à cette augmentation moyenne de 40 points par année, en fait, elle explique qu'elle a eu, donc, en suivant les personnes comme ça sur plusieurs mois, plusieurs années, de voir qu'il y a certaines personnes qui vivaient en fait avec la maladie depuis un certain nombre d'années, 10, 15, 20 ans, et qui se portent plutôt bien. Elles ont peu de symptômes, et surtout, en fait, elles estiment que leur qualité de vie est plutôt bonne. Et à l'inverse, il y a des personnes qui en sont à leurs 5 premières années et qui sont très symptomatiques et qui estiment déjà que leur qualité de vie est mauvaise et dégradée. Et donc elle lui dit, moi j'ai décidé de voir si nous pouvions pas regarder ce que ces personnes qui disent se porter bien et avoir peu de symptômes, est-ce qu'il y a des choses qu'elles font différemment versus les personnes qui, elles, sont symptomatiques et se portent mal. On le sait, la maladie de Parkinson, c'est pas que des symptômes moteurs, c'est des symptômes moteurs et non moteurs, donc elle regarde les deux dans ses études. Et c'est là où on se rend bien compte que, pour moi, la médecine allopathique, c'est pas du tout une option dans la prise en charge thérapeutique de Parkinson, mais tout comme on peut se rendre compte que la naturopathie a toute sa place et qu'elle peut absolument être complémentaire à vos suivis médicaux. Je m'explique. En fait, elle constate dans ses analyses que 2/3 des symptômes que les gens signalent sont des symptômes non moteurs. En fait, c'est en partie parce que il y a des médicaments qui fonctionnent et qui donc vont diminuer, masquer les symptômes moteurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'en fait, si on supprime les médicaments qui agissent comme stratégie de réapprovisionnement en dopamine, certainement, ce qu'elle dit, c'est que dans ses études, en fait, les symptômes moteurs seraient plus graves. Mais elle constate également qu'un tiers des moteurs que les personnes signalent se reflètent dans les symptômes non moteurs. La fatigue, une écriture altérée, une perte d'odorat, les troubles de la mémoire, les douleurs musculaires. L'autre point que j'aimerais indiquer, c'est la méthode en fait qu'elle a utilisée et qu'elle utilise pour faire ses études. Alors, pour les néophytes, la communauté scientifique reconnaît les études lorsqu'elles sont réalisées en double aveugle et contrôlées par placebo. C'est-à-dire que ni la personne qui mène l'étude, ni la personne qui reçoit par exemple le médicament, ne sait si elle reçoit le placebo ou le médicament.
Sauf que elle indique qu'il y a une telle diversité des déséquilibres de santé associés à Parkinson selon les personnes, que les préoccupations aussi des personnes sont différentes selon les individus, que certains sont plus ou moins sensibles aux médicaments, etc., etc. Donc en gros, elle prend en considération l'aspect holistique et global des personnes, et pas juste leur pathologie. Et bien, toute cette diversité de facteurs à prendre en considération et à interroger, à étudier, à analyser, et bien en fait, ça a rendu très difficile la réalisation d'un essai en double aveugle, contrôlé par placebo, parce que on ne peut pas prétendre que tout le monde est identique, à l'exception de la petite pilule bleue ou la petite pilule rouge qu'elle ferait ingérer en fait aux personnes qu'elle suit. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé une méthodologie de recherche qui serait plus compatible à son cas d'étude et qui tirerait parti de la diversité des personnes et des tableaux cliniques qu'on peut observer, mais aussi comme on a dit, des préoccupations de la personne. Et donc, ce qu'elle fait, elle regarde en fait qui sont les personnes dont la maladie va progresser rapidement, qui sont les personnes pour lesquelles la maladie ne va pas progresser rapidement et qu'est-ce qu'elles font de différent. Et ça, c'est un modèle scientifique qui existe, elle le dit d'ailleurs, elle ne l'a pas inventé, c'est ce qu'on appelle le modèle de déviance positive. Alors ça, je l'ai appris, ça viendrait de l'université Tufts, je ne connais pas plus cette université, mais en tout cas, c'est un modèle scientifique qui est utilisé depuis longtemps, mais quand elle l'a utilisé, il n'avait jamais été appliqué à la neurologie. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, elle met à jour les résultats de façon annuelle sur son site web qui s'appelle livinghealthywithparkinsons.com à chaque année. Je vous mettrai aussi les liens dans l'épisode. Donc dans ses études, elle prend en compte l'âge, le sexe, le nombre d'années depuis que le diagnostic est venu et le revenu. Bon, le revenu, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais voilà, parce que c'est complètement différent de l'alimentation, mais elle explique pourquoi est-ce qu'elle tient compte du revenu. Voilà, pour les personnes que ça intéresse plus, je vous laisserai aussi aller regarder, à moins que j'ai l'occasion d'en parler peut-être dans un prochain épisode, mais là je vais vraiment me concentrer sur l'alimentation. Sinon, voilà. Et donc, à chaque fois, elle fait la même chose, elle compare les personnes pour essayer de comprendre ce que font les gens pour améliorer le taux de progression de la maladie. Alors, là encore, pour moi, c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas de faire des fausses promesses, ok ? Mais d'informer sur les constatations de Laurie Michelet. Et donc ses premières constatations, c'est que les personnes dont la maladie évolue le plus lentement, mangent des aliments très différents de ceux dont la maladie progresse rapidement. Là encore, elle le précise et je suis assez d'accord avec elle, c'est à chacun et à chacune de jouer entre guillemets avec son baromètre ou son thermostat interne et de voir en fait jusqu'à quel point il est nécessaire pour vous d'avoir tel type ou tel nombre de données pour vous dire ok, est-ce que ça vaut la peine pour moi d'entamer de réels changements dans mon mode de vie ? Tout comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent mettre en place des solutions naturelles à leur portée, pour qui c'est un non-sens complet de continuer à vivre comme avant, de faire le choix d'être actifs et participatifs dans leur stratégie thérapeutique. Et pour celles et ceux qui souhaitent
devenir acteur et actrice de leur santé, eh bien moi, ma mission, une de mes missions, c'est de vous transmettre les informations afin que vous puissiez faire vos choix de santé de la manière la plus éclairée possible. Donc, on l'a vu, on sait que les personnes pour qui qui semblent avoir une meilleure qualité de vie, eh ben, ils mangent certains aliments alors qu'ils en évitent d'autres. En 2020, elle a fait une conférence justement où elle présentait les données de l'année précédente qui concernaient 850 personnes. Et donc, dans les aliments qui seraient intéressants de manger, eh bien, on retrouvait l'orge, le sorgho, le quinoa, le sarrasin. Et en fait, eh bien, ce sont toutes des céréales qui sont étonnamment, en fait, associées à de meilleurs résultats au fil du temps, plus que les fruits et les légumes. Et en fait, eh bien, elle en conclut que c'est parce qu'elles sont riches en ce qu'on appelle des fibres fermentescibles, c'est-à-dire qui ne se décomposent pas dans votre petit intestin, à l'intestin grêle, mais qui s'accumulent et attendent d'être dans le gros intestin où elles servent de nourriture aux bonnes bactéries de ce dernier. Par contre, même si les fruits et les légumes frais ne sont pas les grands gagnants, sans grande surprise, on les retrouve ici. Plus une personne mange de légumes frais, de fruits frais, de noix, de graines, d'huile d'olive, d'huile de coco, de poissons, de petits poissons et non frits, des haricots et des herbes fraîches, eh bien, mieux elles ont tendance à se porter au fil du temps. Petite précision, on le sait, début 2000, il y a 8 méta-analyses qui ont montré à quel point les pesticides étaient incriminés dans la maladie de Parkinson. Donc, tant qu'à faire, quitte à manger des légumes et des fruits frais, eh bien, on mange des légumes bio, des fruits bio, et encore mieux, de saison et locaux. Donc là, vous vous dites peut-être, waouh, toutes ces études pour nous dire ça ? Elle note que la consommation de cannes, comment on dit en France, de boîtes de conserve, eh bien, en général, sont l'un des facteurs les plus fortement associés à la progression de la maladie de Parkinson. Alors, elle l'indique, elle ne sait pas trop encore exactement est-ce que c'est la boîte, est-ce que c'est le métal qui est utilisé, mais en tout cas, ces résultats sont constants. Les aliments frits sont sans grande surprise des aliments qui sont à éviter. Il existe d'ailleurs plusieurs recherches qui montrent que les aliments frits contiennent un produit chimique qu'on appelle l'acroléine, qui provoque en fait un mauvais repliement de l'alpha-synucléine dans les expériences de recherche. Donc pour rappel, l'alpha-synucléine, c'est une protéine qui est impliquée aussi dans la maladie de Parkinson. Donc là, on parle de mauvais repliement, ce qu'on appelle en fait une conformation. Et il faut savoir qu'en fait, les protéines, si elles n'ont pas leur bonne forme, on va dire, la bonne forme qu'elles ont besoin de prendre pour fonctionner, eh ben, elles ne fonctionneront pas de manière optimale. L'autre chose qu'elle remarque, c'est que plus la personne va manger de la viande de bœuf, du poulet, du porc au cours de sa vie, et bien plus elle est susceptible d'être diagnostiquée avec la maladie de Parkinson. Et ces données à elles indiquent qu'une fois diagnostiquée, plus une personne mange de viande, et bien plus la maladie a tendance à progresser rapidement. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle fait des études aux États-Unis. Donc c'est important aussi de prendre en considération la provenance et la manière dont l'industrie agroalimentaire va transformer les aliments. Donc réduire la consommation de viande, ça rend également les médicaments plus efficaces, plus disponibles. Et elle constate ça aussi avec les produits laitiers. Il y a d'ailleurs maintenant plusieurs études qui indiquent que plus une personne mange de produits laitiers au cours de sa vie, plus elle est susceptible d'être diagnostiquée avec la maladie de Parkinson.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à une information qui est quand même assez pertinente par rapport aux produits laitiers. C'est que dans les années 80, si je ne me trompe pas, c'est là qu'on a vraiment commencé la sélection génétique pour augmenter le rendement des vaches laitières. Et cette modification n'a pas été sans dégâts, je dirais, puisque en fait dans le lait, il y a deux formes de caséine, ce qu'on appelle la bêta 1 et la bêta A2. Et en fait, cette sélection génétique a augmenté la BA1 par rapport à la BA2. Or, la BA1, elle va faciliter beaucoup plus facilement la libération d'une molécule pro-inflammatoire qu'on appelle la BCM7. Et donc, vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, on va retrouver ici la fameuse spirale de l'installation d'une inflammation chronique de bas grade, une réduction de la motilité intestinale, du mouvement des intestins qui sont nécessaires à une bonne digestion, de l'intégrité de la barrière intestinale qui s'en voit atteinte, donc elle va plus jouer son rôle de passoire, et on sait que ces aspects, inflammation, motilité, intégrité intestinale, c'est des enjeux dans la maladie de Parkinson. Ensuite, pour ce qui est des sodas, il n'y a pas de grande surprise, les sodas sucrés, les sodas allégés sont toutes dans ces études associés à une progression plus rapide de la maladie de Parkinson. Alors c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est juste le soda lui-même? Est-ce que c'est les cannes qui sont utilisées pour les sodas? Est-ce que c'est les plastiques que les gens boivent? Ou une sorte de cocktail Molotov des trois? En ce qui concerne les pâtes, alors ça c'est intéressant. En fait, elle dit que les pâtes, elles ont tendance à apparaître sur la liste des aliments en fait à éviter. Mais, et là je ne vais pas rentrer dans un débat sur le gluten, on y reviendra. Mais c'est intéressant de voir en fait qu'elle se pose la question, est-ce que c'est juste les pâtes ou est-ce que c'est le fait que souvent on va avoir tendance à manger des pâtes avec du fromage, des tomates en conserve. Donc là-dessus elle le dit, il y a des recherches complémentaires qui sont à faire. Par rapport aux jus de fruits, ils ont tendance à apparaître un peu sur la liste des aliments à éviter. Alors encore une fois, on ne perd pas notre jugement critique. Il va bien évidemment avoir une énorme différence avec un jus que vous avez fait vous-même à l'extracteur. On parle de jus de fruits, mais quand vous faites vous-même vos jus, alors à l'extracteur de préférence, on ne prend pas de centrifugeuse qui va chauffer les fruits et les légumes, et donc vous allez perdre une grande quantité des vitamines et des minéraux. Mais vous pouvez coupler, par exemple, moi ce matin, je me suis fait un jus de fenouil avec un jus de pomme. Voilà. Ça sera complètement différent d'un jus que vous aurez acheté en supermarché où il n'y aura que des fruits. Alors, pour rappel, le jus de fruits, c'est quoi? C'est du sucre liquide. Ni plus ni moins. Et du sucre liquide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va passer super facilement dans votre circulation sanguine. Vous allez avoir un pic de glycémie, une production d'insuline que votre pancréas va devoir faire pour pouvoir absorber cet apport important de sucre de manière très rapide. Et puis alors là, si on regarde que les jus de fruits sont mis dans des bouteilles en plastique et que le plastique, c'est un composant chimique et on sait que selon depuis combien de temps le jus est dans la bouteille en plastique, comment est-ce qu'il a été entreposé, est-ce qu'il a été plus ou moins sous la chaleur, et forcément on va pas vous recommander de boire un jus de fruits comme ça, alors qu'un jus de fruits, comme je vous disais, bio, que vous aurez fait vous-même, dans lequel vous aurez mis du jus de légumes, ça sera pas la même chose. Et elle le dit d'ailleurs aussi, boire dans des bouteilles en plastique, c'est aussi associé à une progression plus rapide de la maladie de Parkinson. Alors dans le plastique, il y a plein de cochonneries, notamment du bisphénol A, qui est un produit qu'on ne veut pas voir dans notre corps. De toute évidence, il faut continuer les études, les recherches, et c'est ce qu'elle fait. Mais ça nous donne quand même 2 listes d'aliments à privilégier et à éviter
quand on veut mettre en place des stratégies thérapeutiques modificatrices par rapport à l'évolution de la maladie de Parkinson. Donc, mangez beaucoup de fruits frais, de légumes frais, des noix, des haricots, des fruits de mer non frits, de l'eau filtrée, de l'huile d'olive, des céréales complètes comme le farro, le quinoa, le sorgho, le sarrasin, qui sont vraiment les grands gagnants de ces recherches. Et on va éviter tout ce qui est soda, sucre, transformés, aliments transformés, les canettes, les bouteilles en plastique, les aliments frits, la viande, les produits laitiers, les sodas et les pâtes. Mais alors c'est pareil, les pâtes, on n'est pas obligé de manger des pâtes de blé, les pâtes de quinoa et de sorgho, c'est super bon. Je vais m'arrêter là pour cet épisode sur Parkinson et alimentation. En résumé, vous avez une liste d'aliments à privilégier et à éviter si vous le souhaitez. Vous avez compris, je l'espère, comment l'alimentation peut être inflammatoire ou anti-inflammatoire et pourquoi cette notion d'inflammation est capitale pour votre santé. En conclusion, quand on sait que le cerveau ne représente que 2% du poids corporel, mais qu'il consomme 20% de l'énergie totale du corps, eh bien mieux vaut savoir quelles sont les sources de l'énergie qu'on lui apporte. Surtout quand on sait que plusieurs facteurs influencent la santé cérébrale, notamment l'inflammation. Ceci dit, ce que j'aimerais que vous reteniez également, c'est que l'alimentation n'est qu'une partie des stratégies thérapeutiques modificatrices qu'il est possible de mettre en place. Mon accompagnement naturopathique est toujours individualisé et personnalisé. En tant que professionnel du bien-être, je vous offre bien évidemment mes connaissances et mon expertise en consultation, mais vous êtes au cœur du processus. C'est vous qui pouvez reprendre du pouvoir sur votre santé et devenir acteur ou actrice de votre mieux-être. Vous souhaitez poursuivre la discussion ? Eh bien, rejoignez-moi sur mon canal privé Telegram MVAP au naturel, communauté du podcast. Il me fera plaisir d'échanger avec vous. Merci pour votre présence et votre écoute. Vous pensez que cet épisode peut faire du bien, voire être utile à une personne ? Eh bien, je vous invite à le lui partager. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Si vous aimez mon podcast, eh bien dites-le moi avec 5 étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide à le faire découvrir à d'autres personnes et pour vous remercier, je mettrai à l'honneur un de vos commentaires en début d'épisode. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et mes réseaux sociaux en recherchant Mieux vivre avec Parkinson au naturel. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt.